Si les glaciers semblent bien lointains sous nos latitudes, leur fonte accélérée a pourtant des conséquences directes sur notre environnement, notre climat et nos ressources en eau. Comment la Côte d'Ivoire est-elle affectée par ces changements? Quelle stratégie mettre en place pour s'adapter à atténuer ces effets? Deux experts en la matière pour en parler. Nous avons M. Goulabitié Albert. Il est ingénieur hydraulicien, il est professeur titulaire à l'université d'Angliore-Bourgois. Face à lui, le docteur Yeowonan Eugène, expert en gestion intégrée des ressources en eau, spécialiste du changement climatique en eau. Il est le directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, docteur Yeowonan, on va déjà situer le contexte et faire un état des lieux. C'est connu, la Côte d'Ivoire est un pays tropical sans glaciers, mais à l'échelle mondiale, comment la fonte des glaciers impacte-t-elle les ressources en eau dans le pays? Merci infiniment pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à l'actualité de 2025. Il faut dire que cette actualité met en avant la préservation des glaciers. Et comme vous le dites, à entendre cela, la Côte d'Ivoire qui ne dispose pas de glaciers, on peut penser que c'est quelque chose qui est très loin, dont la Côte d'Ivoire n'est pas concernée. Mais ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que cette fonte des glaciers est l'une des conséquences du réchauffement climatique. C'est l'une des conséquences donc du changement climatique que nous observons depuis un certain nombre d'années. Et cette fonte a bel et bien des conséquences sur les côtes ivoiriennes, sur le territoire national. C'est pourquoi il est important pour nous d'en parler. D'accord. Il a parlé du réchauffement climatique. Alors, professeur Goulabitié, quels sont les autres facteurs ou les principaux facteurs à l'origine de cette fonte accélérée? Oui, naturellement, comme tout le monde le dit, merci déjà de nous accueillir. Comme tout le monde le dit, le réchauffement climatique, avec cette augmentation de la température qu'on observe, est à la base de cette fonte des glaciers. Il faut dire que le glacier, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas seulement au pôle sud ou au pôle nord. Il y a aussi des glaciers à l'intérieur du continent, mais c'est vrai que nous, on n'est pas concernés directement. Mais dans les hautes altitudes, et surtout en Occident, aux États-Unis ou au Canada, en Russie, ainsi de suite, on voit beaucoup de glaciers. Donc c'est vraiment tout un ensemble de neige, de glace sur les cours d'eau, sur les océans. Et c'est tout ce milieu-là qu'on appelle cryosphère qui constitue ces glaciers-là. Donc on est impacté parce qu'il y a une augmentation de la température liée à un certain nombre d'activités anthropiques qu'on a évoquées à travers différents rapports, dont celui du GIEC. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ressent mieux ce changement-là. Alors vous avez parlé d'impact, c'est une transition facile pour moi. Alors quels sont les effets indirects de la fonte des glaciers sur le climat ivoirien? Bon, le climat, il est global. C'est pas parce qu'on est à Abidjan que tout le climat que nous subissons est lié seulement à ce qui se passe au rejet de gaz ou bien qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Le climat, il est global. Il y a toute une relation entre le climat du pôle nord au pôle sud, à l'est, à l'ouest. Vous voyez bien que quand vous prenez l'avion, on vous donne tout le long du trajet et comment les choses vont se dérouler du point de vue climatique. Le climat, il est global. Il faut déjà considérer ça. Et ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, tous les rejets qui se produisent donc, au niveau de ces États dits pays développés ont eu des conséquences sur toutes ces zones tropicales. Et aujourd'hui, on voit ce qui en découle avec la déforestation, bien sûr, qui est aggravée à notre niveau. Mais tout ça, les glaciers, surtout la fonte, a déséquilibré un peu le climat. Et ça a eu vraiment beaucoup d'effets à notre niveau, si on peut déjà en parler, c'est que nous, on subit à travers l'érosion côtière. Nous, on a 500 km de côte, pratiquement. Et vous voyez que quand vous partez depuis Tabou jusqu'au Ghana, on a pratiquement une dégradation de nos côtes avec un recul qui dépasse 100 mètres à certains endroits. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de tourisme balnéaire qui est développé en tant que tel parce que toutes les infrastructures sont dégradées et ça, c'est un problème. Du point de vue eau potable, on a une nappe de souterraine qui longe la côte depuis Fresco jusqu'à Axine au Ghana, qu'on appelle la nappe d'Abidjan ou ainsi de suite. Mais cette nappe-là, elle est en contact, il y a une liaison avec l'océan.
Donc naturellement, si le niveau de l'océan monte, il s'avère que la nappe est impactée et ça crée, toutes ces nappes deviennent salines en quelque sorte. Donc, et ça c'est notre problème. Alors, docteur Yo Ronan, il a parlé de l'impact sur la nappe phréatique. Est-ce que cette fonte a véritablement une influence sur la disponibilité des ressources en eau dans le pays? Oui, bien sûr que la fonte des glaciers impacte sérieusement notre secteur d'activité, c'est-à-dire le secteur des ressources en eau. Ce que je veux dire, c'est que notre loi, la loi portant code de l'eau, définit les ressources en eau comme étant l'ensemble des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux de pluie, mais également les eaux de la mer territoriale. Et c'est tout cet ensemble-là qui est bien sûr impacté par la fonte des glaciers. Comment? Quand vous prenez la pluviométrie, du fait qu'on assiste à un réchauffement climatique, on a des températures qui, ces dernières 50 années, ont quasiment augmenté de plus de 3 degrés. Et les prévisions d'ici 2100 donnent également des valeurs qui tendent vers une augmentation d'encore environ 3 degrés Celsius. Et donc avec cette fonte des glaciers, on a un dérèglement au niveau du climat. C'est-à-dire on assiste beaucoup plus à des sécheresses de plus en plus sévères, mais aussi on assiste également à des pluviométries extrêmes. Donc aujourd'hui, le secteur de la pluviométrie, il est impacté de façon négative, il pleut de moins en moins, et même quand la pluie tombe, il tombe une grande quantité en un temps record, créant donc des inondations. Mais quand vous prenez également le secteur au niveau de la mer territoriale, le professeur Goula a parlé tout à l'heure d'érosion côtière, mais en réalité, il s'agit d'élévation du niveau de la mer. Et qui parle d'élévation du niveau de la mer parle de villes côtières submergées, parle également de déplacés climatiques, on peut les appeler ainsi, c'est-à-dire quand des populations sont amenées à se déplacer sur la terre ferme pour éviter donc d'être submergées par l'eau de mer, ça aussi c'est des impacts. Il a parlé également de la nappe d'Abidjan pour parler des eaux souterraines, pour dire que également cette nappe est impactée à travers l'intrusion du biseau salé, parce que plus la mer gagne sur la terre ferme et plus donc elle influence la salinité au niveau des eaux souterraines. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un lien entre la fonte des glaciers et la variabilité des précipitations ou encore la sécheresse, professeur? Oui, on a parlé du dérèglement climatique, c'est-à-dire la fonte des glaciers est bien sûr liée à cette augmentation de la température. Et du coup, comme lui il joue un rôle dans le cadre du cycle de l'eau, puisque tout ce qui part des glaciers par évaporation ou par fonte légère, il contribue au cycle de l'eau, puisque c'est quelque chose qui se passe entre l'atmosphère, le sol et l'océan. Donc si au niveau des glaciers il y a un dérèglement, il va sans dire que le flux qui était attendu va être moins important, ce qui va induire donc la nature des précipitations qui en découlent. Et du coup, comme il l'a dit, nous à notre niveau, on ressent beaucoup plus. On a certes des inondations, on a aussi de la sécheresse. Vous voyez qu'à partir du mois de novembre, quand vous allez au-dessus du 7e parallèle, pratiquement tous les cours d'eau sont à sec. Vous voyez. Et cela s'est traduit par une recherche, une alimentation en eau par des camions citernes, et ainsi de suite. Et aussi des populations qui n'ont plus d'eau à travers les forages. Et ça, c'est des situations véritablement difficiles. Alors, monsieur le directeur, nous sommes toujours au niveau des impacts en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a véritablement des impacts sur les barrages hydroélectriques et l'approvisionnement en eau potable, concrètement? Oui, bien sûr, puisque les barrages hydroélectriques, ils utilisent ce que nous savons, c'est-à-dire les eaux de surface, ils utilisent la force motrice. Donc quand la pluviométrie est perturbée, quand il pleut moins, il va sans dire que ces barrages-là qui avaient l'habitude d'enregistrer un certain nombre de côtes ne peuvent plus. Donc ce secteur, effectivement, il est fortement impacté par ce réchauffement climatique, donc par cette fonte des glaciers. Mais il est également en termes, vous savez que quand il fait de plus en plus chaud, voilà, les populations sont amenées à beaucoup plus utiliser les énergies. Donc ça aussi, les besoins vont augmenter pendant que la disponibilité en retour ne répond pas forcément à la demande. Donc quand vous prenez également le secteur de l'eau potable, le professeur
l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on assiste de plus en plus à des sécheresses très sévères. Et il y a environ un peu plus de 5 ans, on a enregistré la deuxième ville de Côte d'Ivoire qui est alimentée à partir d'un barrage qu'on appelle le barrage de la Loca. Et ce barrage-là qui a fini donc par tarir et donc qui a mis en péril l'approvisionnement en eau potable de cette localité, mais aussi des 120 localités qui sont alimentées à partir de ce barrage. Et l'une des raisons était que l'année qui avait précédé, on avait assisté à un phénomène d'El Niño, qui est aussi un événement climatique qui survient à cause donc du dérèglement, mais qui chaque fois qu'il survient, on enregistre l'année qui suit des valeurs élevées en température et on enregistre également une sécheresse au niveau de la partie nord de la Côte d'Ivoire, mais surtout des inondations dans la partie côtière. Et c'est tout ça cumulé qui nous fait dire que l'actualité que nous vivons aujourd'hui, la préservation des glaciers, il est important que des mesures au plan national soient prises pour permettre donc de lutter contre ce phénomène. Justement, on va parler maintenant de stratégies d'adaptation. Et quelles sont justement ces mesures mises en place pour atténuer les effets de la fonte des glaciers en Côte d'Ivoire? Oui, nous pouvons définir ces mesures à plusieurs niveaux. D'abord, notre cadre législatif, juridique et réglementaire. Il faut dire qu'il y a environ 25 ans, on ne parlait pas avec autant d'intensité de changement climatique, on ne parlait pas avec autant d'intensité de la fonte des glaciers, mais aujourd'hui on le fait. Donc il était important pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'actualiser son cadre juridique et réglementaire. Et là-dessus, vous verrez que depuis 2023, on assiste de plus en plus à la promulgation, sinon à la révision des différentes lois, que ce soit le code de l'environnement, que ce soit la loi portant code de l'eau, que ce soit la loi portant code minier. La plupart de ces lois ont été ou sont en cours de révision pour prendre en compte justement les défis du moment. Et l'un des défis phares du moment, c'est les effets néfastes du changement climatique. Donc là-dessus, la Côte d'Ivoire a disposé depuis 2023 d'une nouvelle loi portant code de l'eau qui prend en compte cet aspect du changement climatique, mais également cet aspect lié donc à l'utilisation des énergies non renouvelables, ainsi de suite. Deuxième chose que je peux citer comme stratégie, c'est un travail de sensibilisation des populations et de tous les acteurs à prendre conscience donc de l'importance au défi du moment, c'est-à-dire aujourd'hui les incidences environnementales, sociales et économiques qui sont induites donc par ces effets des changements climatiques. Un troisième axe que je peux citer, c'est la mise en œuvre de projets structurants dans le secteur. D'accord. Voilà. Et à ce niveau, est-ce que la gestion intégrée des ressources en eau face aux défis peut jouer un rôle prépondérant dans cette question? C'est la voie principale qui a été choisie par la Côte d'Ivoire. La gestion intégrée, c'est ce qui a été recommandé au niveau mondial depuis Rio 92. Alors cette voie permet déjà de mieux maîtriser la disponibilité en eau, avec tous les acteurs qui sont impliqués, une meilleure connaissance des ressources en eau, un conditionnement de l'ensemble des acteurs, et notre loi dont a parlé le DG nous permet aujourd'hui d'avoir un cadre institutionnel qui va soutenir la gestion intégrée des ressources en eau. On ne va plus gérer l'eau dans des limites administratives, on va gérer l'eau dans des limites de bassin versant qui est l'aire de collecte des eaux. Et c'est ce qui nous permet d'avoir 3 grands groupes d'acteurs. Tout le monde est impliqué, les institutionnels, les collectivités, les associations, le secteur privé. Ce sont ces 3-là qui vont se mettre ensemble pour faire la gestion intégrée des ressources en eau. Alors, mais comment renforcer la résilience justement de ces personnes-là, de ces populations-là, face aux perturbations climatiques? Oui, justement, à travers tous ces projets qui sont en train d'être mis en œuvre, c'est d'abord d'arriver à les mettre ensemble pour pouvoir échanger dans un bassin versant. À partir du moment où ils se mettent ensemble, ils connaissent mieux la problématique et les mesures qui sont proposées, que ce soit des projets structurants
que ce soit pour l'alimentation en eau potable, que ce soit l'aménagement des bassins, que ce soit le renforcement de tous les secteurs, que ce soit ressources halieutiques, agricoles, ainsi de suite, par des techniques innovantes, par la gestion du peu d'eau qu'on a. Tout ça, c'est dans ce cadre-là qu'on va y arriver pour pouvoir permettre aux uns aux autres de comprendre que quand j'utilise, il faut que je pense à l'autre et il faut qu'on se mette ensemble et lutter ensemble contre la pollution surtout pour avoir le maximum d'eau. Alors, vous représentez l'État sur ce plateau. Et comment justement renforcer la résilience des populations face à ces différentes perturbations? Oui, l'État aujourd'hui a choisi comme approche pour le secteur de l'eau l'approche de gestion intégrée des ressources en eau. Et là-dessus, c'est par bassin versant que nous gérons cette eau. Alors, la résilience des populations, elle passe obligatoirement par la mise en œuvre d'importants projets structurants. Je vais citer deux. Le premier, c'est le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, qui est mis en œuvre dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, mais également qui prend en compte 5 régions dans la partie centre. Ce projet important pour le ministère des Eaux et Forêts, qui est le gestionnaire des ressources en eau, est conçu pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation au niveau local. Okay. Et comme le professeur l'a dit, c'est un projet qui associe les populations au niveau local, qui sont regroupées en groupements et qui sont appuyés en termes de mise en œuvre d'actions concrètes qui leur permettent de s'adapter et d'atténuer les effets néfastes du changement climatique. Le second projet, qui est tout aussi important, qui vient de démarrer en 2024, c'est le projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement. C'est un projet aujourd'hui qui est sous la tutelle du ministère en charge de l'hydraulique, mais qui prend en compte un pan important au niveau de la gestion intégrée des ressources en eau. En quoi est-ce qu'il consiste? Pour le volet ressources en eau, il consiste à sécuriser l'eau, c'est-à-dire en quantité et en qualité, pour tous les usages. Nous savons aujourd'hui que tous les secteurs économiques ont un lien direct ou indirect avec l'eau. Okay. J'ai parlé tout à l'heure du secteur de l'agriculture, j'ai parlé du secteur de l'hydroélectricité, j'ai parlé du secteur des ressources animales et halieutiques, mais j'ai surtout parlé aussi du secteur du tourisme. Okay. Tous ces secteurs-là sont pris en compte donc, dans la mise en œuvre de ces différents projets que nous venons de citer. Alors, professeur, si vous avez des exemples de bonnes pratiques ailleurs qui pourraient notamment servir ici en Côte d'Ivoire? Oui, on n'invente pas la roue. Hein. Il faut dire, il y a un pays, un sahélien qui a réussi cette mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, avec tout le cadre institutionnel qui a été revu, le cadre réglementaire, et puis la mise en commun des efforts de l'ensemble des acteurs tels que je les cite, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Il s'agit par exemple dans chaque affluent de les regrouper. Ils sont regroupés, ils interviennent sur les problèmes de dégradation des berges, de conditionnement de répartition des eaux, et tout ça, ça remonte aussi au niveau du bassin avec la création de structures de gestion comme des agences de bassin, comme on va le faire, un peu à l'image aussi du Maroc. Voilà, le Maroc, okay. Tout est planifié, tout est géré, on sait, et en temps réel, on arrive à gérer. Je reviens sur le projet qui va essayer de nous permettre d'arriver à cela, le projet d'appui à la sécurité de l'eau dont il a parlé. Et dans ce cadre-là, au niveau hydrologique, on va équiper, déjà c'est le cas, tout l'ensemble des cours d'eau va être équipé de stations de mesure en temps réel. Okay. Il va être créé un centre de gestion de ces données et ça nous permettra de connaître en temps réel le niveau de l'eau, la quantité d'eau disponible en qualité et en quantité et de répondre aux besoins, à la demande des usagers dans tout point, en tout lieu. Ça, c'est vraiment un des grands avantages avec les agences qui vont être créées et un mécanisme financier qui va permettre aussi de financer ce fonctionnement-là, ce dispositif. D'accord. Docteur, certainement, vous participez à des colloques, à des symposiums à travers le monde, vous représentez l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un exemple, un cas école qui pourrait être implémenté ici en Côte d'Ivoire?
Oui, bien sûr, en complément de ce qu'a dit le professeur Goula, les bonnes pratiques sont légion et monsieur le ministre des Eaux et Forêts, qui est présent à toutes les tribunes internationales sur l'eau, qui d'ailleurs a été surnommé donc récemment comme étant un guerrier de l'eau, ou sinon un porteur de la voie africaine de l'eau, initie donc de nombreuses rencontres au niveau international et ces rencontres-là souvent débouchent sur des protocoles d'accord. Le professeur Goulabitier a parlé de l'exemple marocain, parce que les Marocains ont de très bonnes pratiques en matière donc, de mobilisation des ressources en eau. Justement, à ce niveau, on va juste ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qui fait la particularité de la gestion des eaux au Maroc? Oui, je vais... Juste une parenthèse. Oui, une parenthèse. La particularité, c'est que le Maroc a réussi à mobiliser les ressources en eau. Vous savez que le Maroc est également un pays côtier qui a une façade maritime, mais le roi Hassan II, à un moment donné de la crise liée à l'eau, avait décrété plus une goutte d'eau à la mer. Okay. C'est-à-dire, il a mis les moyens à disposition pour pouvoir donc réaliser des transferts d'eau, de pouvoir réaliser des infrastructures d'eau, de sorte à mobiliser l'eau pour que, à tout moment et sur tout le territoire, tous les usages puissent disposer d'eau en quantité et en qualité. Ils ont même réussi à le faire même pour les eaux souterraines. Donc, comme je le disais, M. le ministre des Eaux et Forêts a signé un protocole d'accord avec son homologue marocain. C'était lors du Forum mondial de l'eau en mai 2024 en Indonésie, et où la Côte d'Ivoire part à l'école du Maroc, non seulement dans le contexte de leur cadre juridique et réglementaire, mais également en termes d'infrastructures à réaliser. La Côte d'Ivoire est un pays côtier, mais le professeur Goulabitier a dit que à un moment donné dans l'année, quand vous parcourez tous nos cours d'eau, ils sont à sec. Okay. Vous pouvez même les traverser en escaladant les rochers. Or, ces mêmes cours d'eau, quand vous les prenez dans la période des pluies, c'est des cours d'eau qui débordent souvent de leur lit, qui créent des inondations au niveau des plantations et au niveau des localités qui ne sont pas loin de ces cours d'eau-là. Donc, il est question aujourd'hui de ne pas laisser toute cette quantité s'écouler à la mer, mais de retenir une partie sur le continent, de sorte à ce que tous les usages puissent en bénéficier, comme le secteur de l'eau potable, comme le secteur de l'hydroélectricité, au moment où on est en période d'étiage. Parce qu'il y a effectivement une inégale répartition des ressources en eau, qu'elles soient géographiques ou temporelles en Côte d'Ivoire. Alors, il a parlé de l'exemple marocain en matière de gestion de l'eau. Quelque part aussi, quel est le rôle de la coopération régionale et internationale dans cette gestion? Puisqu'il a parlé du cas du Maroc, est-ce que, dans la mesure du possible, dans le cadre certainement d'une coopération entre les deux pays, est-ce que cela pourrait servir en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que quand ça a été décidé dans le cadre du programme Plan national d'action environnementale, c'était pris au niveau régional. La CEDEAO était chargée de conduire le processus de gestion intégrée pour l'ensemble des États. Okay? Donc tout un plan a été mis en place. Et toute une série d'activités ont été menées avec le centre de gestion de l'eau de la CEDEAO. Mais tous les pays n'ont pas pu suivre le rythme. Et c'est on pu créer aujourd'hui toutes les conditions de gestion de l'eau, ce qui lui permet de satisfaire au maximum les différents usages, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Au niveau, avec le Maroc, nous avons effectué en 97, puisque nous avons eu un appui du Maroc pour rédiger la première loi sur l'eau, nous avons fait une visite au Maroc. Et nous avons vu comment l'eau était gérée, et avec tout le dispositif de collecte des données, de planification, d'information du roi et d'action diligente, il faut le dire, pour faire face à l'eau en tout lieu et en tout temps. Donc ce sont ces actions comme dont il a parlé en termes de coopération qui ont été reprises et qui vont permettre encore d'avoir l'assistance du Maroc, avec tout ce qu'ils ont comme atout, avec expérience aussi dans la gestion, puisque ce n'est pas Bassin qu'ils gèrent,
et nous pourrons en tirer profit pour pouvoir mettre en place tout le dispositif institutionnel afin de mieux conduire la distribution des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous. Merci professeur Goula Bitié. Je rappelle que vous êtes ingénieur hydraulicien, vous êtes professeur titulaire à l'université Nangui-Agbogbois. Vous étiez en face du docteur Yo Wonan Eugène. Il est expert en gestion intégrée des ressources en eau, spécialiste du changement climatique en eau et directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Merci encore de nous avoir éclairé sur cette thématique, sur l'impact de la fonte des glaces et quelle stratégie d'atténuation et d'adaptation en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. On vous remercie. C'est la fin de ce numéro du Talk Afrique. Restez sur Medi 1, l'information continue.